Merci Guillaume, vous restez avec nous évidemment puisqu'on va poursuivre cette matinée et rentrer vraiment dans le vif du sujet avec notre premier exposé. Guillaume, vous le disiez, effectivement, le secteur de l'aluminium a réussi à stabiliser ses émissions malgré une production en hausse. Et l'idée, évidemment, c'est de ne pas s'arrêter là. C'est pourquoi les industriels sont toujours à la recherche de solutions innovantes pour réduire encore davantage cet impact. Et c'est tout l'objet du consortium C4Capture, qui est un projet de capture carbone pour la filière de l'aluminium primaire. Et pour en parler, donc, Guillaume de Gois, vous restez avec nous, CEO d'Aluminium Dunkerque. Loïc Menner, directeur général de Trimet France, va nous rejoindre, ainsi que Serge Despinas, directeur de la technologie aluminium de FIF Group, et Sylvie Fraisse, directrice générale R&D Aluminium de Rio Tinto. Vous pouvez évidemment les applaudir. Alors, je vous laisse prendre place et je vais commencer par vous, Loïc. Moi, j'aimerais savoir déjà un petit peu à quoi ressemble ce projet C4Capture. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes? Alors, C4Capture, comme le disait Guillaume de Gois, même si l'aluminium primaire qu'on produit en France a déjà l'empreinte carbone quasiment la plus faible au monde, ou parmi les plus faibles au monde, on a la ferme intention de continuer de décarboner. Donc, dans notre empreinte carbone, il faut qu'on travaille sur nos émissions directes, les émissions du procédé. Il existe depuis plusieurs années déjà un nouveau procédé de fabrication de l'aluminium qui est en développement, ce qu'on appelle les anodes inertes. Ça consiste à utiliser des anodes qui ne soient pas en carbone, donc il n'y aurait pas d'émissions de CO2. Alors, c'est une technologie qui fonctionne en laboratoire, ça on le sait, on a tous fait des essais sur le sujet. Il reste un grand défi technologique sur le scale-up à l'échelle industrielle. Encore beaucoup d'incertitudes. Est-ce que ça va fonctionner à l'échelle industrielle? Est-ce que ça va être utilisable sur des usines existantes et pas seulement sur des nouvelles usines? Est-ce que ça va être compétitif? Donc, nous, au niveau de la filière française, on n'a pas voulu mettre tous nos œufs dans le même panier, de se dire, espérons que ce procédé va fonctionner un jour. On veut travailler aussi sur un plan B. Et le plan B, c'est la capture de carbone. Et c'est l'objet de notre consortium C4Capture. C'est un sujet d'intérêt général, c'est un sujet où il reste encore une grande complexité technologique également, et c'est pour ça qu'on a décidé d'associer nos forces, mettre en commun nos moyens, notre expertise sur le sujet, nos compétences. Et on a donc fondé ce consortium avec les 4 acteurs ici présents. L'objectif, c'est de développer, mettre au point une technologie de capture carbone adaptée à la production d'aluminium primaire. Alors, compliqué, la prochaine slide, s'il vous plaît. Compliqué pourquoi? C'est quoi la complexité technologique? Et puis on rentrera un peu plus dans le détail par la suite. Vous voyez sur le graphe de droite. Alors c'est très simplifié, hein, le procédé est un peu plus compliqué que ça. Mais dans le procédé d'électrolyse de l'aluminium, il y a un certain nombre de composants qui sont émis, qui doivent être aspirés et filtrés. En particulier les gaz HF, les poussières. Et pour faire ça, sur chacune des cuves, on aspire énormément. On aspire 2 mètres cubes par seconde sur chacune des cuves pour amener ça à un centre de traitement des gaz. Et en faisant ça, en aspirant, en mélangeant tous ces composants avec beaucoup d'air, en fait, on dilue beaucoup la concentration. Et notre challenge au niveau de la capture carbone, c'est que nos gaz qui sortent des cuves, ceux qu'on aspire aujourd'hui, ils sont à peu près à 1% de CO2. Alors c'est plus que dans l'air, mais c'est beaucoup moins que dans les gaz traditionnels industriels qui contiennent du CO2. Et vous voyez sur le graphe de gauche, on sait que les technologies de capture carbone usuelles sont assez efficaces, ou commencent à être bien efficaces à partir de 5%, 10%, ça c'est du classique. Quand vous allez en dessous de 3% de concentration des gaz, ça devient beaucoup moins efficace, donc beaucoup plus coûteux. Aujourd'hui, on estime que sur des gaz à 1% de CO2, le coût de la capture, c'est de plusieurs centaines d'euros la tonne. Donc, on veut, nous, travailler là-dessus. Et on a 2 grands axes. Le premier axe, c'est de regarder comment on pourrait aller capter les gaz dans nos cuves à un endroit où ils seraient plus concentrés, avant qu'on les dilue. On vise 3 à 5%. Hein, 5%, ce serait le nirvana, sans doute. Mais bon, on va viser haut. Donc un premier axe, c'est de capter des gaz plus concentrés. Et un deuxième axe, c'est étant donné qu'on a un certain nombre d'autres composants dans nos gaz, de vérifier si les technologies classiques de capture carbone fonctionnent sur nos gaz de cuve. Donc voilà nos deux grands axes. C'est l'enjeu du consortium qu'on a monté ensemble et on commence à bien avancer. Serge Despinas, on parlait de défis technologiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, comme l'a dit Loïc, cette mise en place d'un système de captation du carbone demande de nouvelles installations, de nouvelles étapes de procédés dans le traitement des gaz émis par les cuves d'électrolyse. Donc, sur le petit diagramme que vous avez sur l'écran, à gauche, vous avez le procédé actuel qui est extrêmement simple. On collecte les fumées des cuves d'électrolyse. On les fait croiser avec l'alumine, qui est le matériau précurseur de l'aluminium. Ça permet de fixer le fluor. Derrière, on a un filtre. On coupe les poussières, ce qui fait qu'on rejette des fumées relativement propres. Et finalement, le fluor boucle. Alors tout ça, quand même, un GTC ou CTG en français, c'est quand même des grosses installations, mais c'est simple. Pour faire de la capture CO2, comme on le voit sur la partie droite du diagramme, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de cases en plus. Donc on va retrouver le même GTC, mais il va falloir le modifier parce que les gaz seront plus concentrés, plus riches, donc il va falloir qu'ils soient plus efficaces. Au préalable, les gaz étant plus concentrés, seront plus chauds. Pour ne pas détériorer l'efficacité du GTC, il va falloir, dans certaines circonstances, refroidir ces gaz. Il va falloir modifier les cuves d'électrolyse pour capter les gaz de façon plus concentrée. Ensuite, avant d'aborder tout en bas la partie captation du CO2, il va falloir nettoyer les gaz pour que il ne dégrade pas la technologie, les solvants qui sont utilisés pour capter le CO2. Donc, il va falloir désulfurer les gaz. Enfin bref, vous voyez qu'il y a à chaque fois, il y a quand même pas mal d'ateliers, de mini-étapes de procédés à intégrer. C'est important pour le cadre français pour les intégrer dans des usines existantes. Et il ne s'agit pas d'arrêter l'usine. Pour mettre tout ça en place, il va falloir intégrer ces briques technologiques sur les usines qui fonctionnent. Voilà. Donc là, alors on a à travailler ces différentes briques. C'est l'objet des premières phases du consortium, du projet C4 Capture. Travailler la modification des cubes pour qu'on soit capable de les modifier en marche sur un cycle relativement court, ne pas attendre que les cuves soient renouvelées, parce que dans une usine électrolyse, si vous voulez, chacune des cuves a une durée de vie de 5 ans. Donc si on voulait modifier l'ensemble des cuves en le faisant dans un atelier, il faudra attendre 5 ans. Donc on va essayer d'accélérer un petit peu tout ça. Donc là, il y a un enjeu, et puis après, il va falloir tester toutes ces composantes, essayer de mieux... et je vais passer sur la diapositive suivante, parce que qui dit défi technologique dit défi économique, évidemment. Aujourd'hui, on a des études très théoriques, tous les chimistes font ça. On est capable d'avoir des beaux diagrammes de procédés, il y a des logiciels qui vous calculent les débits, enfin bref, tout un tas de données. Mais à la fin, il faut quand même tester ça sur des prototypes dans des vraies conditions. Il faut tester les robustesses des procédés, les marges de sécurité dont on va disposer. Donc tout ça va faire l'objet des travaux pour les 2 ou 3 années à venir. Voilà. Et sur l'étape d'après, Guillaume de Goïs, une fois qu'on a capté ce CO2, on en fait quoi ? Alors effectivement, le deuxième défi, qui n'est pas traité directement par le consortium ici, c'est de pouvoir, une fois qu'on a capturé le CO2, il faut en faire quelque chose. Donc on a 2 très grandes options qui s'offrent à nous. La première option, c'est l'utilisation du CO2 pour produire par exemple du méthanol, pour pouvoir produire ce qu'on appelle des SAF, donc un kérosène ou un e-kérosène qui sera utilisé dans l'aviation. Malheureusement, la réglementation actuelle européenne ne nous permet pas d'envisager de réutilisation du CO2, puisque le CO2 que nous allons capturer dans nos usines d'électrolyse provient des anodes, et donc c'est du CO2 fossile. Donc ça n'est pas une option qui est aujourd'hui, sans changement de réglementation, ouverte pour le CO2 qu'on aura capturé. Donc la deuxième option, qui est celle qui est ouverte, c'est son stockage. Donc c'est de venir transporter, puis de stocker le CO2. Alors les lieux de stockage aujourd'hui sont essentiellement des lieux identifiés dans la mer du Nord et à quelques autres endroits. Et donc un des intérêts d'Aluminium Dunkerque dans ce consortium-là, c'est que nous sommes sur la mer du Nord et donc on est relativement bien situé pour pouvoir nous raccorder vers ces prochains hubs de collecte et de transport en vue de stocker le CO2.
Alors, le stockage du CO2, c'est peut-être rester juste une seconde sur le slide précédent. Le stockage du CO2, c'est contrairement à ce que viennent de décrire Loïc et Serge, c'est une technologie qui est connue, qui est mature, elle existe déjà. On a à peu près 40 millions de tonnes de CO2 qui sont aujourd'hui stockées annuellement dans le monde. On a une capacité mondiale estimée de stockage, que ce soit dans des gisements de gaz déplétés ou que ce soit dans des cavités salines, qui aujourd'hui est estimée à plusieurs dizaines de milliards de tonnes de CO2 par an. Donc il n'y a pas vraiment de contrainte, je dirais, de quantité, de capacité de stockage. La problématique que nous avons et sur laquelle nous travaillons aujourd'hui, c'est de s'assurer que ce CO2, une fois qu'il sera stocké, il sera stocké de manière permanente, parce que bien évidemment, si on le stocke mais que derrière il fuit, ça ne va pas du tout régler le problème que nous voulons voir. Donc premier gros sujet, c'est de s'assurer de la permanence du stockage du CO2, et c'est aussi de le faire de manière compétitive et efficace. Parce que si le coût du stockage du CO2 est rédhibitoire, eh bien on ne pourra pas effectivement stocker ce CO2. Alors maintenant, si on fait un zoom, là je vous parlais de ce qui se passe au niveau mondial, maintenant si on fait un zoom plus particulier sur qu'est-ce qui fait la particularité de Dunkerque et pourquoi est-ce que Dunkerque est identifié comme la première région ou la région pilote pour lequel on travaille en France sur la capture et le transport en vue du stockage du CO2, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Dunkerque regroupe, parmi les sites les plus émetteurs de CO2, regroupe les principaux sites. Alors même Dunkerque n'est pas le principal, puisqu'on est le 28e sur la liste, mais il y en a d'autres qui sont plus émetteurs que nous, qui sont à côté de nous. Et donc, ça présente un vrai intérêt de mettre en commun la capture du CO2 qui sera faite sur ces différentes industries et de pouvoir donc créer un circuit de collecte de ce CO2, derrière de pouvoir le traiter, le transporter en vue effectivement de le stocker dans les réserves sous la mer du Nord. Et deuxième intérêt, on est, comme je le disais, sur la mer du Nord, sur la façade maritime, et donc on minimise de ce fait-là les coûts de transport du CO2. Deuxième intérêt de Dunkerque, c'est que les industriels se sont mobilisés très tôt pour travailler ensemble en vue de décarboner notre territoire. Aluminium Dunkerque était parmi ses fondateurs. En 2017, nous nous réunissions avec ArcelorMittal, avec Engie et avec d'autres pour travailler ensemble et mobiliser nos forces, mobiliser aussi les pouvoirs publics, de telle sorte que nous puissions créer ce qui deviendra, ce qui est en train de devenir la première ZIBAC, donc zone industrielle bas carbone en France. Et nous avons été reconnus de ce statut-là il y a déjà 2 ans. Voilà pour ce que je pouvais dire sur la zone de Dunkerque. On va passer aux questions du public, mais comme on n'a pas encore entendu Sylvie, je vais poser la première question et puis ça permettra de reboucler avec ce que vous disiez, Loïc, en tout début, sur cette question des anodes inertes que vous avez un petit peu écartée pour l'instant. Sylvie, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ce ne serait pas finalement une meilleure solution quand on voit la complexité du dispositif là? Oui, donc pour revenir sur les anodes inertes, effectivement, dans le groupe Rio Tinto, en lien, je pense que beaucoup de gens ici le savent, en lien avec Alcoa, nous avons créé une JV. Et dernièrement, vous avez dû voir dans la presse au mois de juin dernier, nous avons annoncé la première vente de licence de la JV vers notre groupe Rio Tinto pour faire la première usine d'anodes inertes. Donc, ceci étant dit, ça reste une technologie effectivement de développement et une technologie de rupture, mais je dirais le travail qu'on met dessus vaut l'énergie qu'on y met. Maintenant, ceci étant dit, d'un côté, on a l'anode inerte qui est vraiment un nouveau procédé, hein, comme on disait avec Serge, et de l'autre côté, on a la capture CO2. Et honnêtement, aujourd'hui, dans le monde où on est, avec l'enjeu environnemental que l'on a, on se doit de regarder toutes les pistes. Et Rio Tinto participe, c'est pour ça que nous sommes avec nos collègues ici, participe à l'ensemble de ces pistes pour plusieurs raisons, puisque les enjeux sont énormes, donc le temps nous est compté.
Les enjeux techniques, comme Serge l'a dit, sont élevés, aussi bien dans les anodes inertes que dans la capture CO2. Ça a paru complexe, mais si je vous faisais un schéma anode inerte, ça ne serait pas plus simple. Et l'autre point, c'est que j'espère bien qu'on y arrivera des deux côtés, mais on ne pourra pas implanter dans les usines dans l'année qui suivra. Et c'est aussi pour ça qu'on doit être extrêmement agile et avoir des plans B, des plans C, des plans D si possible, et travailler ensemble. Parce que vous voyez, même l'anode inerte, on est avec un autre concurrent habituel, mais partenaire dans ce développement-là. Et là, pareil, sur la capture CO2, on doit se mettre à plusieurs pour essayer d'avancer le plus vite possible. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, mais c'est pas grave, moi j'en ai plein. Moi j'aimerais savoir déjà, on n'a pas parlé d'investissement. Je ne sais pas qui veut prendre cette question, mais qu'est-ce que ça représente pour vous, industriels, d'investir sur ces nouveaux procédés? Quelques éléments, puis je laisserai compléter. Le consortium que nous avons réuni dans cette première... Bon, il y a 3 phases pour le projet que nous avons. Et donc, le consortium s'est réuni et on s'est mis d'accord sur la première phase d'investissement qui est de développer un prototype, une preuve de concept qui permettra, en deuxième phase, de développer un pilote. Ce pilote, on espère qu'il pourra voir le jour aux alentours de 2027-2028, une fois qu'on aura validé cette phase prototype. Et puis la troisième phase, qui sera la mise à l'échelle, hein, donc de pouvoir développer ce pilote à l'échelle d'une usine d'électrolyse. Et là aussi, bien sûr, on espère que ce sera Aluminium Dunkerque qui pourra développer ce pilote, donc là, aux alentours de 2030, peut-être 2032. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu le plan de déploiement de cette technologie de capture carbone. En termes de coûts, et alors là, ce sont des estimations assez larges pour le moment. Alors, ce qui n'est pas une estimation, c'est le montant que nous avons mis sur la table ensemble, collectivement, d'un peu plus de 3 millions d'euros, avec un soutien de l'ADEME pour cette phase de développement du prototype de capture et de préconcentration, comme l'expliquait Loïc. La deuxième phase, on sera sur plusieurs dizaines de millions, 40, 50, c'est l'ordre de grandeur, hein, pour un pilote qui représentera à peu près 10% en termes de taille d'une usine comme Aluminium Dunkerque, et qui pourra donc de ce fait capturer quelques dizaines de milliers de tonnes de CO2 par an. Et puis ensuite, la mise à l'échelle, là on parle de quelques centaines de millions d'euros. Donc vous voyez des investissements qui sont très très significatifs. Quelques centaines de millions d'euros, pardon, en vue de capturer donc 200 à 300 000 tonnes de CO2 par an. Et on est déjà sûr que ce sera viable économiquement? C'est la question. Je ne sais pas si... auxquels il y a des investissements plus des coûts d'opération qui sont non négligeables. C'est-à-dire dans nos estimations aujourd'hui, dans le coût de la capture, c'est à peu près moitié d'investissement et moitié ensuite du coût récurrent d'opération, de consommation d'énergie, etc. Donc c'est un vrai challenge. Il est encore trop tôt pour y répondre. Alors, la viabilité économique, c'est une vraie question dans le sens où aujourd'hui, pour que ce soit viable économiquement, il faudrait que l'aluminium produit sans carbone ou avec beaucoup moins de carbone, on puisse le valoriser sur le marché. Aujourd'hui, on considère que l'aluminium est considéré comme bas carbone quand on est inférieur à 4 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium produit. C'est à peu près la valeur communément admise. Avec cette capture de carbone, on va plus ou moins diviser par 2 nos émissions en scope 1, 2, 3. Est-ce qu'on réussira à avoir une prime sur le marché, c'est-à-dire est-ce que nos clients, et il y en a quelques-uns qui sont présents dans la salle, accepteront de payer ce surcoût lié au fait qu'on va diviser par 2 nos émissions? C'est une grosse question. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que les clients, et puis après les clients de nos clients, accepteront de payer ce surcoût-là? Deuxième point, c'est quid de la compétition, de la concurrence, des autres producteurs qui ne sont pas soumis aux mêmes règles. Donc c'est vraiment ces 2 questions-là sur lesquelles on
travaille. Comment est-ce qu'on peut promouvoir l'aluminium bas carbone auprès des clients et des clients de nos clients? Premier point. Et deuxième point, comment est-ce qu'on arrive à protéger l'industrie européenne tout en la décarbonant? Et donc c'est pour ça que dans mon introduction, je rappelais vraiment l'importance de décarboner. Et c'est vraiment le choix que nous faisons, mais aussi de rester compétitifs, parce que si nous ne sommes pas compétitifs, nous ne serons plus là. Donc ça ne sert à rien de vouloir décarboner s'il n'y a plus d'industrie en Europe. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que vous avez une idée du coût du stockage du CO2? Dans les hypothèses qu'on prend, alors, qui sont basées sur de la littérature, hein, alors, quand on compte transport et séquestration, on est sur un niveau de l'ordre de 30 € la tonne. C'est ce qu'on a pris dans nos hypothèses. Ça reste, par rapport au coût intramuros là, de l'usine, ça reste du second ordre quand même. C'est pas la composante principale. En revanche, je ne dis pas que c'est plus simple. Notamment, je sais qu'il y a une complication juridique. Enfin, il y a un droit à créer avec la séquestration qui demande la collaboration internationale. Enfin, il y a d'autres défis qui sont un petit peu au-delà des nôtres dans le cadre de ces cas de capture, mais c'est une autre formulation. En revanche, il y a un vrai enjeu en termes de coût sur le transport. C'est-à-dire qu'entre la sortie de l'usine et le chargement du bateau, vous avez le transport terrestre. Et ça, c'est l'une des composantes assez importantes dans le coût, finalement. La plupart des projets qui se font au monde dans la capture sont à moins de 300 km d'un port. Voilà. Au-dessus, il faut trouver d'autres solutions qui viendront peut-être dans le futur, qui n'existent pas encore aujourd'hui. Loïc, vous vouliez compléter? Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Le coût, il dépend aussi d'où on part. Hein. Parce que qu'on parte de Dunkerque ou de Saint-Jean-de-Maurienne, c'est pas exactement la même chose. Et on a un autre challenge pour ce qu'on appelle, nous, les sites isolés. Hein. Nous, on est plus loin de la mer. Mais on a d'autres charmes. Hein. Mais donc, voilà, pour ces sites isolés, on en parle. Et dans le cadre de la démarche 50 sites, d'ailleurs, l'État aussi prépare des feuilles de route par technologie. Et je sais qu'il y a un vrai sujet de feuille de route capture carbone. Et qu'est-ce qu'on fait des sites isolés? Parce qu'on est très nombreux à avoir ce challenge. On a une autre question. Oui, Jean-Paul Aghetti. Au-delà de l'aluminium primaire, il y a l'amont qui ne concerne pas la France, donc en circonstance la bauxite et l'alumine, qui représente certains montants de CO2 par tonne d'aluminium. Et qu'est-ce qui se passe côté amont? Je peux peut-être répondre, au moins pour mon groupe. Effectivement, Jean-Paul, vous avez parfaitement raison. Il y a tout un travail aussi sur la partie de la transformation de la bauxite en raffinerie, dans la raffinerie d'alumine. Et là aussi, il y a des gros projets qui sont soit de travailler avec de l'hydrogène, qui a aussi d'autres enjeux, parce qu'il faut le fabriquer, tant qu'à faire qu'il soit vert, ou passer à l'électrification de nos boilers, j'ai le mot anglais en tête parce que c'est ce qu'on dit dans notre groupe, mais donc voilà, de nos chaudières. Donc là aussi, oui, tout à fait raison, c'est des enjeux mais qui sont regardés, alors pas forcément dans des contextes de partenariat comme ici, mais c'est regardé par tous les acteurs bauxite et alumine. Alors, n'hésitez pas à poser la question à Laurent qui pourra clairement continuer et rentrer dans le détail puisqu'il représente Alteo qui a un projet là-dessus. On a une dernière question, je crois, dans le public. Oui, bonjour. Je me demandais, vous avez parlé de la concurrence extra-européenne. Est-ce que selon vous, la mise en place du CBAM au niveau européen sera suffisante pour gérer cette concurrence, ou voilà, quelle est votre opinion là-dessus? Merci. Non. Alors je vais essayer de faire court. Le CBAM ou MACF en français, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, est effectivement un mécanisme qui a été décidé pour protéger les industriels européens au regard de la disparition progressive des quotas gratuits. Donc ce mécanisme de CBAM est censé
protéger donc l'industrie européenne en mettant à égalité en fait les producteurs extra-européens, c'est-à-dire que l'aluminium, pour ce qui nous concerne, ou l'acier ou le ciment ou d'autres pour les autres fédérations qui sont concernées, va subir une taxe équivalente, soi-disant, enfin en tout cas c'est comme ça que c'est prévu, équivalente à celle qui est payée par les producteurs européens de ces mêmes matériaux. La problématique que nous voyons aujourd'hui, c'est que le CBAM présente plusieurs risques qui aujourd'hui ne sont pas réglés. Il y a le premier risque, c'est de s'assurer déjà que la déclaration des émissions de CO2 faites par l'importateur correspond réellement aux émissions faites par le producteur. Donc ça, c'est le premier risque, hein, c'est le défaut de déclaration ou les fausses déclarations. Deuxième risque, c'est le risque qu'on appelle le resource shuffling. Donc je vais prendre le premier producteur mondial d'aluminium primaire, qui est la Chine, qui représente à peu près 60% des capacités mondiales de production d'aluminium. 90% de la production chinoise d'aluminium est faite sur base charbon et 10% sur base hydro. 10% de la production chinoise, ça représente plus que la consommation de l'Europe. Hein. Donc 10% de la production chinoise, c'est à peu près 4 millions de tonnes, donc c'est plus que la production européenne totale. Donc vous voyez directement hein, la tentation qui peut être prise, c'est on ne change rien à ce qui se passe en Chine, simplement l'aluminium qui est vert, ben on dit qu'on l'envoie en Europe, comme ça on ne paye pas trop de taxes, et puis le reste on le garde pour nous. Donc ça c'est une problématique assez significative hein, sur laquelle il faut travailler. Et puis un autre élément qui est important aussi, c'est que le reste du monde, petit à petit, met en place des systèmes carbone, mais c'est très très lent et c'est pas du tout au niveau des mécanismes carbone qu'on a en Europe en termes de prix. Et donc c'est quelle équivalence entre les systèmes, et puis aussi qu'est-ce qui se passe pour les producteurs européens qui exportent leur aluminium. Cet export, tant qu'il n'y a pas de solution qui est trouvée pour l'export, eh bien les rend non compétitifs par rapport à l'aluminium qui est produit hors d'Europe. Et puis dernier point, je vais m'arrêter là parce qu'après je vais être trop long, c'est la problématique de la chaîne de valeur. Donc dans la filière de l'aluminium, vous savez que c'est une chaîne de valeur qui est longue, entre l'alumine, la production primaire, la transformation secondaire des produits, etc. Et tout le monde n'est pas taxé de la même façon sur cette chaîne, enfin, c'est-à-dire que l'amont de la chaîne est dans le CBAM et l'aval de la chaîne n'y est pas. Donc je vais prendre un exemple tout simple. Vous prenez une échelle ou un échafaudage en aluminium. Eh bien, cette échelle ou cet échafaudage qui comporte 98% d'aluminium, s'il est fabriqué à partir de profilés fabriqués en Europe, eh bien, il supporte à 100% les coûts du carbone. Si l'échelle, elle est fabriquée en dehors des frontières européennes, elle peut être importée sur le marché européen sans subir aucun coût lié au CO2. Donc, vous voyez, sur un exemple très concret, la différence qu'on a, et on n'est pas du tout sur un level playing field, pour employer l'expression anglaise bien connue. Merci beaucoup à tous les quatre. Je vous laisse rejoindre.